Imaginez un pays enclavé qui renverse ses certitudes alimentaires en quelques mois. La promesse heurte la logique mondiale, oppose scepticisme externe et obstination interne et transforme une ressource ordinaire en levier politique mesurable, visible dans les marchés, les coopératives et la routine familiale, sans glorification ni condamnation, uniquement à partir du contenu adverse, tel que raconté par des scènes publiques, des dates fondatrices et des effets quotidiens répétés sur plusieurs villes citées et leurs foyers au fil du temps. Alors, qu'est-ce que cela change pour vous dans ce pari porté par Ibrahim Traoré? Et comment l'impossible devient-il soudain possible? Le récit adverse avance une promesse claire. Comprendre comment une décision alimentaire peut devenir un acte de souveraineté concrète, lisible, sans discours technique, et jugé à l'échelle des foyers plutôt qu'à celle des tribunes. Pour le public, l'enjeu est immédiat. Saisir en quoi la disponibilité d'un aliment ordinaire modifie la sécurité, la dignité et la confiance collective au quotidien. Mais cette promesse porte un risque assumé. En déplaçant la souveraineté vers l'assiette, l'action politique s'expose à une épreuve constante. Chaque rupture d'eau, chaque perte de production, chaque critique extérieure menace de transformer l'espoir en déception visible. Le récit ne promet ni succès garanti, ni échec programmé. Il propose un cadre de lecture. Observer comment une politique se mesure quand elle touche à la fin, donc au besoin le plus élémentaire. L'enjeu dépasse la production elle-même. Il concerne la dépendance ressentie, la capacité d'adaptation face au choc climatique et la solidité de la confiance quand la promesse devient routine. Ce qui suit ne cherche pas à convaincre, mais à suivre les effets, étape après étape, là où il se manifeste réellement. Et voici le détail qui surprend. Le récit adverse affirme une production annoncée de 100 000 tonnes de poissons associées à des recettes dépassant 200 millions de dollars, non comme un simple résultat agricole, mais comme une preuve politique d'un changement d'échelle revendiqué. À partir de là, le contexte se resserre. Le Burkina Faso est présenté comme un pays enclavé, longtemps associé à une alimentation dominée par les céréales, où les protéines animales restent rares, irrégulières et souvent coûteuses. Cette situation n'est pas décrite seulement comme un problème nutritionnel, mais comme une fragilité politique ressentie. Dépendre d'arrivages extérieurs signifie accepter l'incertitude, la rupture possible et une forme d'humiliation silencieuse. Dans ce cadre, déplacer la souveraineté vers l'alimentation devient un choix structurant. Le récit insiste sur une date charnière. Le 28 août 2025, au bord du lac Béguéra. La scène est publique, ritualisée, mémorisable. Des millions de poissons sont relâchés devant une foule venue de différentes régions. Ce moment n'est pas présenté comme une prouesse technique, mais comme une déclaration. Ce qui nage doit nourrir, stabiliser et réduire la dépendance aux importations jugées incertaines. Ibrahim Traoré est cité comme porteur explicite de cette logique, résumée par une formule simple: sans nourriture suffisante, routes, écoles et hôpitaux perdent leur sens. Autour de cette scène fondatrice, le récit reconstruit un avant et un après. Avant, le poisson apparaît comme un luxe occasionnel, soumis aux flux venus du Ghana ou de la Côte d'Ivoire. Après, il est décrit comme plus présent sur les marchés de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou, avec une accessibilité accrue et une symbolique transformée. La souveraineté cesse alors d'être abstraite. Elle se mesure dans la régularité d'un produit et dans la confiance qu'il inspire. Cette mise en contexte ne cherche pas à prouver la durabilité. Elle installe la dette de curiosité. Comment une promesse aussi exposée résiste-t-elle au choc réel? Le récit adverse choisit un personnage sans statut officiel pour rendre le basculement lisible. À Koudougou, une mère nommée Mariana devient le point d'entrée. Elle ne représente ni un programme, ni une institution, mais un foyer ordinaire, exposé directement aux variations de l'assiette. Son souvenir revient avec insistance. Des années où les repas reposaient presque exclusivement sur la semoule de maïs et le sorgho, où les protéines étaient rares, chères et perçues comme un luxe occasionnel plutôt qu'un élément normal de l'alimentation. Puis, la narration glisse vers une scène simple. Du tilapia frais arrive au village. Les enfants goûtent. Le sourire est décrit comme un indicateur plus parlant qu'un discours. Rien n'est présenté comme miraculeux. La transformation tient dans une différence perceptible. La fumée autour des filets,
la régularité nouvelle, la disparition progressive de l'attente anxieuse. Le changement n'est pas idéologique, il est sensoriel et répétitif. À travers Mariana, le récit montre comment une politique se traduit sans intermédiaire. Quand le poisson devient plus fréquent, la question n'est plus seulement ce que l'État annonce, mais ce que le foyer ressent. L'effet précoce touche la santé perçue, l'énergie quotidienne et une forme de dignité retrouvée, liée au fait de ne plus dépendre entièrement d'arrivages extérieurs, jugés incertains. Le texte élargit ensuite l'angle. Des marchés urbains sont cités, notamment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, où le poisson cesse d'être exceptionnel. Cette banalisation est décrite comme un message politique silencieux. Quand un aliment devient normal, la souveraineté quitte le registre symbolique pour entrer dans la routine. Mariana n'est pas une conclusion, elle est un thermomètre social. Si la routine tient, la confiance s'installe. Si elle se brise, le doute revient immédiatement. Avant le basculement, le récit adverse décrit une dépendance installée. Le poisson arrive surtout par des circuits extérieurs, soumis aux délais, aux ruptures et aux hausses imprévisibles. Dans les foyers, l'alimentation reste dominée par les céréales et la rareté des protéines s'inscrit dans la routine. Cette situation n'est pas seulement économique, elle est ressentie comme une fragilité politique parce qu'elle place un besoin vital hors de contrôle local. Puis vient le déclencheur. Le choix est présenté comme un choix d'État, assumé et public. Il ne cherche pas d'abord l'approbation extérieure. Il affirme une priorité simple. Si la faim persiste, le reste perd sa cohérence. Dans ce cadre, la pisciculture n'est pas introduite comme un secteur parmi d'autres, mais comme un levier central capable de relier production, dignité et stabilité. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le porteur explicite de cette hiérarchie, reliant sécurité nationale et assiette quotidienne dans un même raisonnement. La montée en puissance se cristallise autour d'un moment précis. Le 28 août 2025, au bord du lac Béguéra, une cérémonie rassemble des milliers de personnes. Des millions de poissons sont relâchés dans l'eau. Le geste est spectaculaire, mais sa fonction est avant tout narrative. Transformer une intention politique en scène collective, visible et mémorisable. Ce qui se joue n'est pas seulement technique. Le poisson devient un objet de politique intérieure, chargé de promettre moins de dépendance et plus d'accès à un aliment longtemps perçu comme coûteux. L'élan se propage rapidement dans le récit. Les marchés de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou sont cités comme des indicateurs précoces. Le poisson y apparaît plus souvent, moins exceptionnel. Cette présence accrue est décrite comme un changement de statut. Ce qui relevait de l'occasion devient plus régulier. À ce stade, la souveraineté n'est plus un mot prononcé, elle se lie dans la banalité nouvelle d'un produit, mais la trajectoire ne suit pas une ligne droite. Les premiers chocs surviennent. Une sécheresse prolongée réduit les niveaux d'eau, puis à l'inverse, des inondations soudaines frappent certaines zones. Des poissons meurent, l'inquiétude s'installe dans les villages. Les réunions se multiplient et la confiance vacille, précisément parce que la promesse touche au ventre. Quand l'assiette est en jeu, chaque revers prend un poids immédiat. À l'extérieur, le contraste s'accentue. Des experts occidentaux et des organisations internationales expriment leur scepticisme. Ils pointent la rareté de l'eau, l'insuffisance des infrastructures, les risques environnementaux. Le récit adverse met en scène cette opposition. Prudence froide dehors, obstination chaude dedans. L'enjeu n'est plus seulement de produire, mais de persévérer malgré le doute. C'est ici que se situe le climax narratif. Face aux dégâts, l'abandon n'est pas choisi. La communauté s'organise. Des femmes rejoignent des coopératives. Des agriculteurs apprennent à entretenir et protéger les étangs. On répare, on ajuste, on recommence. Ibrahim Traoré réapparaît sur le terrain, non pour annoncer, mais pour relancer, transformant les revers en étapes plutôt qu'en fin. Les premières répliques suivent très concrètement. On ajuste les espèces, on améliore l'irrigation, on construit de petits réservoirs et l'on développe la transformation, avec du poisson séché et fumé. Le récit affirme que ces réponses permettent continuellement de contenir le choc et de faire réapparaître des signes positifs, sans effacer les risques. À ce point, la ligne d'événement ne promet pas une victoire. Elle installe une tension durable. Tenir, adapter et mesurer chaque progrès à l'échelle la plus simple, celle du repas.
Avant le basculement, le récit adverse décrit une production piscicole fragmentée, irrégulière et marginale. Après, il met en avant un volume annoncé de 100 000 tonnes et des recettes dépassant 200 millions de dollars, présenté comme un changement d'échelle nationale plutôt que comme une performance isolée. Cette bascule chiffrée n'est pas livrée brute, elle est immédiatement interprétée. Produire davantage signifie rendre l'offre plus régulière, donc réduire l'incertitude quotidienne qui pesait sur les marchés et sur les foyers. Le premier chiffre, celui du volume, sert de seuil symbolique. 100 000 tonnes ne sont pas décrites comme un sommet technique, mais comme un passage du marginal au structurel. Le récit insiste sur ce point. Quand une production reste faible, elle corrige à peine la dépendance. Quand elle franchit un certain seuil, elle modifie les habitudes. Ici, le nombre est utilisé pour dire que le poisson cesse d'être un appoint occasionnel et devient un élément intégré à l'alimentation courante. La mesure n'est donc pas seulement agricole, elle est sociale car elle touche la fréquence et la prévisibilité. Le second chiffre, celui des recettes annoncées au-delà de 200 millions de dollars, change de registre. Il ne parle plus directement de nutrition, mais de capacité d'action. Le récit adverse l'emploie pour suggérer des revenus, des marges de manœuvre et une inscription du secteur dans l'économie nationale. Là encore, la prudence est maintenue. La somme n'est pas présentée comme une preuve de durabilité, mais comme un indicateur que la pisciculture ne relève plus uniquement du symbole. Elle devient un secteur qui compte, donc un espace où se jouent des choix, des arbitrages et des risques. Un troisième repère, non monétaire, complète cette lecture, le 28 août 2025. La date sert de point d'ancrage public. Elle transforme des chiffres en mémoire collective. En fixant un moment fondateur, le récit relie volume, valeur et visibilité. Ce n'est pas un rapport technique, c'est une scène. Les nombres sont encastrés dans un événement, ce qui leur donne une portée politique. Ils peuvent être discutés, contestés, mais ils ne sont pas invisibles. Le récit ajoute ensuite des preuves de terrain moins formelles. La répétition joue ici le rôle de mesure indirecte. Les marchés de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou sont cités à plusieurs reprises pour signifier une présence accrue du poisson. La transformation, notamment sous forme de poissons séchés et fumés, est présentée comme un mécanisme de stabilisation. Quand le frais est vulnérable à l'eau, au transport ou à la saison, la conservation devient une seconde ligne de défense. Aucun pourcentage n'est donné, mais l'insistance narrative remplit la fonction d'un indicateur. Les contre-preuves ne sont pas évacuées. Sécheresse prolongée, baisse des niveaux d'eau, puis inondation soudaine. Le récit les intègre comme des tests réels. Les critiques extérieures soulignent que sans eau constante et sans infrastructure robuste, les chiffres risquent de s'éroder. La réponse n'est pas une statistique supplémentaire, mais une trajectoire d'adaptation. Ajustement des espèces, amélioration de l'irrigation, petits réservoirs, formation. C'est dans ce cadre que Ibrahim Traoré est mobilisé comme point de cohérence. Il ne sert pas à ajouter un nombre, mais à relier les nombres à une doctrine. La production compte si, et seulement si, elle maintient l'assiette pleine malgré les chocs. Ici, la preuve ultime n'est pas le volume seul, mais sa capacité à tenir dans le temps. Le récit adverse présente d'abord les objections de la manière la plus solide possible. Premier argument critique, l'eau. La pisciculture à grande échelle exige une ressource rare dans un environnement sahélien. Les sceptiques soulignent la longueur de la saison sèche, la baisse des niveaux des lacs peu profonds et la vulnérabilité d'un système qui dépend d'un équilibre hydrique instable. Selon cette lecture, aucune cérémonie ni aucune volonté politique ne peut compenser durablement une contrainte écologique structurelle. Le risque serait alors simple. Une production qui progresse sur le papier, mais s'effondre au premier choc climatique majeur. Deuxième argument critique, la dépendance déplacée. Même si la production locale augmente, le récit reconnaît que certains intrants restent importés, notamment l'alimentation pour poissons et des équipements spécifiques. Dans cette perspective, l'autonomie alimentaire pourrait masquer une nouvelle vulnérabilité. Au lieu de dépendre des arrivages de poissons, le pays dépendrait d'autres chaînes d'approvisionnement mondiales exposées aux ruptures, aux hausses de prix et aux tensions extérieures. La souveraineté changerait de forme sans disparaître réellement. Ces deux arguments sont traités sans caricature. Ils reposent sur des contraintes réelles et sur une logique cohérente.
La réponse proposée par le récit ne consiste pas à les nier, mais à les absorber dans une trajectoire. Concernant l'eau, l'accent est mis sur l'apprentissage et l'adaptation. Recherche d'espèces plus résistantes, amélioration progressive de l'irrigation, construction de petits réservoirs et ajustement continu des pratiques. L'objectif n'est pas d'éliminer le risque, mais de réduire la mortalité lors des chocs et d'éviter l'effondrement systémique. Sur la question des intrants, la réponse se structure autour de la transformation et de l'organisation sociale. Le développement du poisson séché et fumé est présenté comme une manière de limiter la fragilité du tout frais. Les coopératives, en particulier celles portées par les femmes, jouent un rôle de discipline collective, de formation et de diffusion des pratiques. La dépendance n'est pas niée, elle est rendue visible et partiellement compensée. Dans cette lecture, la durabilité n'est pas un état atteint une fois pour toutes. Elle devient une capacité à encaisser, à corriger et à continuer. Le récit ne prétend pas que le pari est sans faille. Il affirme que la souveraineté se juge moins à l'absence de risque qu'à la manière de lui répondre. Et au fond, ce n'est une idée, on revient. La stabilité du repas devient l'indicateur central. Jusqu'ici, la pisciculture pouvait être lue comme une politique sectorielle, exposée aux chiffres, aux critiques et aux aléas climatiques. À mi-parcours, le texte révèle autre chose. L'enjeu central n'est pas le poisson lui-même, mais l'indicateur choisi pour juger la réussite. Ce n'est plus la croissance, ni même la production brute, c'est la stabilité du repas. À cet endroit précis, Ibrahim Traoré va être repositionné comme un point d'alignement plutôt que comme un annonceur. Il ne sert pas à défendre une technologie ou un volume, mais à fixer une définition. La sécurité nationale commence quand le foyer mange et se fragilise quand l'assiette redevient incertaine. Cette définition change la lecture de tout ce qui précède. Les chiffres deviennent secondaires s'ils ne tiennent pas dans le quotidien. Le récit invite alors à relire les tensions autrement. Les sécheresses, les inondations, les pertes de poissons ne sont plus seulement des échecs techniques. Elles deviennent des tests politiques parce qu'elles frappent directement la promesse faite au foyer. De la même manière, les critiques extérieures cessent d'être abstraites. Elles prennent du poids uniquement si elles se traduisent par une rupture visible sur les marchés ou dans les cuisines. Ce renversement explique pourquoi la narration insiste autant sur les scènes ordinaires. Une mère qui cuisine, un marché mieux approvisionné, un produit qui devient banal. La souveraineté quitte le registre du discours pour entrer dans celui de la routine. À partir de là, la question n'est plus combien est produit, mais est-ce que cela tient quand tout vacille ? Pour l'appareil public, l'effet le plus immédiat est un déplacement du centre de gravité politique. En liant explicitement la sécurité nationale à l'alimentation, l'action de l'État quitte le registre des promesses abstraites pour entrer dans celui de la gouvernance visible. La cérémonie du lac, les marchés cités et la répétition des scènes alimentaires créent une légitimité fondée sur le quotidien. Mais cette visibilité a un coût. Chaque choc climatique, chaque perte de poissons, chaque critique internationale augmente la charge de preuve. Gouverner par l'assiette oblige à démontrer une capacité d'adaptation continue, pas seulement une capacité d'annonce. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté comme le garant d'une cohérence. Si le repas se fragilise, le discours perd immédiatement de sa force. Pour les acteurs économiques, la conséquence se lie dans la chaîne de valeur. Le récit adverse évoque la production, mais insiste surtout sur la transformation. Poisson séché, poisson fumé, installation de traitement, ces éléments sont décrits comme des réponses pratiques à l'instabilité de l'eau et du transport. Ils permettent de prolonger la valeur au-delà du moment de la pêche et de réduire la dépendance aux frais. Cette dynamique ouvre des opportunités locales, mais elle expose aussi une vulnérabilité persistante. Une partie des aliments pour poissons et des équipements reste liée à l'importation. Ainsi, l'autonomie progresse sur un segment tout en restant partielle sur un autre, ce qui oblige les entreprises à gérer un risque déplacé plutôt que supprimé. Pour les ménages, l'impact est plus direct et plus sensible. Le récit utilise un vocabulaire de normalisation. Le poisson cesse d'être un événement exceptionnel et devient plus fréquent sur la table. Cette évolution modifie la perception de la sécurité alimentaire, de la santé et de la dignité. L'exemple de Mariana sert ici de jauge. Passer d'une alimentation dominée par les céréales à des repas plus complets change l'énergie quotidienne et la confiance dans l'avenir proche, mais cette amélioration reste fragile.
Dès que l'eau baisse ou que des poissons meurent, l'angoisse revient rapidement, précisément parce que la promesse touche au besoin le plus élémentaire. À l'échelle régionale, le récit affirme un repositionnement. Réduire la dépendance aux arrivages extérieurs, notamment ceux perçus comme incertains, permet de revendiquer une marge de manœuvre nouvelle. Cette affirmation est toutefois immédiatement contestée par le contexte sahélien. Le climat hostile, les sécheresses et les inondations récurrentes maintiennent un doute permanent sur la durabilité. La controverse internationale devient alors un facteur en soi. Elle influence la perception du modèle, la coopération possible et la manière dont l'expérience est racontée hors du pays. Ces 4 niveaux montrent que les conséquences ne sont ni uniformes ni définitives. Elles s'additionnent, se contredisent parfois et se rejouent à chaque choc. Le poisson nourrit, stabilise et rassure, mais il expose aussi. La souveraineté gagne en visibilité tout en devenant plus vulnérable au moindre revers. Le récit adverse propose d'ordonner l'avenir sans attribuer de probabilité, en déroulant 3 scénarios conditionnels. Il ne prédisent pas, il structure l'incertitude. Chaque trajectoire dépend de la capacité à tenir la promesse quand l'environnement devient moins favorable. Dans un scénario de continuité, les ajustements déjà engagés se poursuivent, les formations se multiplient, les coopératives consolident leurs pratiques et la transformation en produits séchés ou fumés amortit les chocs liés au transport et à la saison. Si l'eau reste suffisante pour maintenir une production régulière, alors l'effet le plus visible se prolonge. Des repas plus complets et des marchés moins dépendants d'arrivages incertains. La souveraineté ne devient pas absolue, mais elle reste crédible, car la routine alimentaire tient malgré les tensions. Dans un scénario de renforcement, plusieurs verrous sautent progressivement. Si la recherche sur des espèces plus adaptées avance, si des intrants issus de ressources locales réduisent la dépendance extérieure, et si les infrastructures légères autour de l'eau gagnent en fiabilité, alors l'autonomie s'épaissit. La transformation joue ici un rôle clé. Elle stabilise l'offre quand le frais devient vulnérable. Les coopératives, notamment celles portées par les femmes et les jeunes, servent de relais de discipline et de diffusion. Dans cette trajectoire, la souveraineté alimentaire cesse d'être défensive et devient plus structurée car la chaîne locale se complète. Dans un scénario de fragilisation, les contraintes s'accumulent. Si la pénurie d'eau s'aggrave, si les inondations reviennent de manière erratique, ou si les intrants importés deviennent plus coûteux ou plus rares, alors la promesse s'érode à l'endroit le plus sensible, la confiance. Quand l'assiette devient incertaine, le symbole se retourne rapidement. La controverse internationale trouve alors une prise plus forte, et le doute interne s'installe, même sans effondrement total du système. Face à ces trajectoires, le récit suggère une grille de lecture simple. Si l'eau baisse, alors quelle ligne de défense protège la routine alimentaire ? Si les intrants manquent, alors quelle substitution évite une nouvelle dépendance ? Si la confiance fléchit, alors quel mécanisme de transparence empêche la rupture ? L'enjeu n'est pas de choisir un scénario, mais de préparer des réponses conditionnelles, là où la souveraineté se vérifie réellement. Pour les foyers, le récit adverse ramène l'enjeu à une sensation familière, la stabilité. Quand le poisson devient plus fréquent, ce n'est pas seulement une amélioration du menu, c'est une réduction de l'inquiétude quotidienne, une énergie différente pour les enfants et une perception nouvelle de la normalité. La sécurité alimentaire n'est plus une abstraction lointaine, elle se vit dans la répétition des repas, mais cette stabilité reste conditionnelle. À la moindre rupture d'eau ou perte de production, l'angoisse revient, précisément parce que la promesse a touché un besoin immédiat. Pour celles et ceux qui travaillent dans la chaîne, l'effet se lit dans l'organisation. Produire, transformer, conserver, vendre. Chaque étape devient une manière de réduire la fragilité. Le récit insiste sur la transformation comme assurance imparfaite. Quand le frais est vulnérable au climat ou au transport, le séchage et le fumage prolongent la valeur. Cette logique parle au-delà du contexte décrit, elle renvoie à une question universelle sur la façon de rendre une activité moins exposée au choc. Pour les communautés, l'impact est social. Les coopératives, la participation accrue des femmes et les formations répétées
transforment une politique en pratique collective. La responsabilité n'est plus seulement verticale. Elle est distribuée, ce qui crée des réflexes communs quand la pression augmente. Cette dimension est présentée comme un amortisseur face aux critiques extérieures. Quand l'effort est partagé, le doute se gère autrement. Pour le public plus large, la leçon n'est ni technique ni idéologique. Elle tient en 2 gestes prudents. Observer où une dépendance se déplace plutôt que de disparaître et suivre la confiance comme un indicateur aussi important que la production. Quand la table devient politique, la transparence devient elle aussi nutritionnelle. Ce déplacement du regard permet de lire le récit sans adhésion ni rejet, mais avec attention aux effets réels. Le récit adverse finit par organiser les réponses sous forme de trajectoire concrète, étape par étape, sans promettre d'issue définitive. La première étape repose sur la communauté. Les coopératives structurent le quotidien, qui protège les étangs, qui entretient, qui transforme. Les femmes et les agriculteurs, déjà décrits comme moteurs, assurent la continuité plutôt que l'expansion rapide. La mesure n'est pas spectaculaire. Elle tient dans la régularité des sorties de production et dans la répétition des formations, signe que la routine résiste au choc. La deuxième étape concerne les techniciens et les experts. Le récit évoque l'ajustement des espèces et des pratiques comme une priorité. L'objectif est simple, réduire la mortalité lors des sécheresses ou des inondations. Ici, le progrès ne se lie pas dans un chiffre isolé, mais dans l'absence de rupture brutale après un choc climatique. La compétence devient une ligne de défense. La troisième étape relève de l'action publique. Sécuriser l'eau par des moyens légers, améliorer l'irrigation, construire et entretenir de petits réservoirs. Ces actions sont présentées comme décisives pendant la saison sèche. Leur efficacité se mesure à la capacité de maintenir un niveau utilisable plus longtemps sans effondrement soudain de la production. La quatrième étape s'inscrit dans la chaîne de valeur. La transformation est privilégiée pour limiter la fragilité du tout frais. Poissons séchés, poissons fumés, installation de traitement, ces éléments stabilisent l'offre quand le transport ou la saison deviennent défavorables. La présence de produits conservés sur les marchés, même en période difficile, devient un indicateur clé. La cinquième étape touche à la confiance. Le récit mentionne explicitement la corruption et la mauvaise gestion comme risques internes. La transparence apparaît alors comme une condition de survie politique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est présenté comme point d'alignement. Si l'indépendance se juge à la table, chaque étape doit protéger l'assiette contre les 2 adversaires récurrents du récit, le climat et la dépendance cachée. Le récit adverse revient, presque silencieusement, à son point de départ. Une table, un foyer, un repas, qui change de statut. Mariana n'est toujours pas une héroïne, ni un symbole officiel. Elle reste un miroir. Elle se souvient d'un temps où les céréales dominaient chaque assiette, où les protéines étaient rares, et où la faim s'installait le soir comme une habitude discrète. Puis, sans discours, une routine différente apparaît. Servir du poisson, voir les enfants manger sans attendre, ressentir une stabilité qui n'a pas besoin d'être expliquée. C'est ici que la controverse devient humaine. Les critiques parlent d'eau, d'infrastructures, d'environnement et d'intrants. Le récit répond par l'endurance, des coopératives, de l'apprentissage, de l'adaptation et de la transformation. Aucun de ces mots ne promet une victoire définitive. Ensemble, ils décrivent une manière de tenir. Et au centre de cette cohérence, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un garant de chiffres, mais comme le rappel constant d'une doctrine simple. Si le peuple a faim, tout le reste perd son sens. La phrase qui s'impose n'a rien de martial. Elle est courte, presque domestique. Sans repas stable, la souveraineté s'effrite. Cette idée ne se proclame pas. Elle se vérifie et elle se vit dans le calme des foyers, là où les symboles cessent d'être abstraits et deviennent concrets. Le poisson, dans ce récit, n'est jamais seulement un poisson.